Deuxième partie de notre triptyque sur les politiques linguistiques et éducatives, la contextualisation. L'action de contextualisation en politique linguistique et éducative suppose une ou s'oppose à une autre action, celle de diffusion standardisée de dispositifs éducatifs, de modèles d'enseignement-apprentissage et de méthodes, les manuels. On oublie trop souvent qu'il s'agit là d'une dualité dialogique complexe, au sens d'Edgar Morin, à savoir standardisation versus contextualisation, qui renvoie à d'autres dualités du domaine, global versus local, international versus national, national versus régional. La doxa, mais aussi certains discours scientifiques actuels que Louis-Jean Calvé qualifie de discours politique linguistiquement correct, semble se focaliser trop vite sur le deuxième élément qu'il privilégie au détriment du premier, par qui il a très souvent été engendré. La mondialisation, que d'aucuns considèrent comme effrénée et uniformisante, suscite à juste titre des craintes et des peurs, légitimes, entretenues, inconsidérées ou irrationnelles, dans l'imaginaire collectif des peuples, alors que c'est un phénomène qui est loin d'être nouveau dans l'histoire de l'humanité. Aucun grand empire ne s'est construit sans partage, voire même sans consentement. Et tous ont connu et connaissent de fortes déclinaisons et des contextualisations qui rejaillissent parfois sur le présumé envahisseur. Pour mémoire, la Grèce conquise conquit son farouche vainqueur et porta les arts au sein du Latium, Horace. Qu'elle soit d'ordre politico-idéologique, exemple le courant marxiste en Russie avec le stalinisme, différent de celui mis en œuvre à Cuba avec le castro-communisme ou encore le maoïsme en Chine, religieux, exemple le christianisme majoritairement catholique dans le monde latin, orthodoxe chez les Slaves et protestant dans le monde anglo-saxon, linguistique aussi avec les réalisations du français en France, en Belgique, au Québec, au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Idem pour l'anglais, le portugais, l'arabe et les langues internationales dont les déclinaisons phonétiques, morphosyntaxiques et lexicales ont connu de très fortes contextualisations. C'est pourquoi nous inscrirons notre propos dans une logique de repositionnement de la notion de contextualisation sous l'égide de ce dialogisme fécond où la complémentarité l'emporte sur l'adversité. Si nous ne pouvons ici cartographier l'ensemble des situations de contextualisation en politique linguistique et éducative, nous opterons toutefois pour une approche macro plus particulièrement centrée sur l'action de coopération linguistique internationale, telle que pratiquée par l'auteur de ces lignes pendant 17 ans au sein du réseau de coopération linguistique et éducative du ministère français des Affaires étrangères et du Développement, dans les instituts français du Portugal, d'Italie, de Malte, du Brésil et dans de nombreux autres pays. Cette approche intégrera également les politiques linguistiques éducatives dans une visée d'intégration sociale et scolaire en France, avec ce qu'il est convenu d'appeler le français langue d'intégration ou d'insertion. Nous choisirons 4 entrées majeures pour appréhender la complexité de l'action de contextualisation, à l'épreuve des espaces linguistiques, des configurations civilisationnelles et institutionnelles, des cultures d'enseignement et des cultures d'apprentissage, mais aussi des dispositifs de recherche et d'enseignement novateurs sur lesquels la contextualisation peut s'appuyer. Premier point, donc, le contexte linguistique des X-phonies. L'approche macro que nous préconisons, préalable à toute démarche d'intervention en politique linguistique et éducative, devrait avoir comme entrée l'analyse de ce que Louis-Jean Calvé appelle les X-phonies, à savoir francophonie, anglophonie, lusophonie, arabophonie, qu'il cartographie dans son modèle gravitationnel bien connu. Dans ce cas précis, ce que nous nommerons désormais la diffusion-contextualisation des langues, et dans un autre cas, de la langue culture française, étrangère ou seconde, il est souhaitable de commencer par développer une stratégie d'intervention à partir de ces grands ensembles politico-linguistiques et d'inscrire l'introduction de la langue française dans les attentes, les revendications et les espérances des autres X-phonies. Ceci afin d'étudier une diversité linguistique entre la langue hypercentrale et les langues supercentrales. Et d'ajouter, ainsi pourra se mettre en place une politique linguistique mondiale dans laquelle les communautés linguistiques de langues périphériques devront à leur tour mener leur propre politique linguistique régionale pour parvenir à se faire aider pour les grands ensembles linguistiques. Deuxième point à présent, le contexte civilisationnel et institutionnel. Toute politique linguistique éducative doit également travailler en amont sur le contexte civilisationnel et institutionnel du pays où elle ambitionne d'introduire une langue,
et dans notre cas, la langue culture française. On comprendra ici, par contexte civilisationnel et institutionnel, les dimensions anthropologiques, sociologiques et historiques que l'on retrouve à l'œuvre, lesquelles sont de toute évidence consubstantielles aux grandes institutions qui régissent le pays, et plus particulièrement la place et le rôle assignés aux langues vivantes dans son système éducatif, de la maternelle à l'université, au sein duquel l'objet langue culture française est appelé à se développer. On retrouve ce degré d'analyse dans des ouvrages comme celui de Trian Phan et Michel Guilloux, Francophonie et mondialisation, de l'Agence universitaire de la francophonie, ou encore les politiques des langues en Europe en 2007, de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, où les paramètres civilisationnels et institutionnels d'accueil, dans leur fonction de réceptacle, si l'on peut s'exprimer ainsi, sont largement analysés sur le même registre que ceux que nous avions déjà explorés dans le cadre du milieu instituant, la société, et du milieu institué, l'école. Il va de soi que les rapports liés à l'identité de la nation, à son histoire, ses idéaux et ses valeurs, liste non exhaustive bien sûr, sont déterminants pour la radioscopie de ce contexte civilisationnel institutionnel. Que, au sein d'une action de contextualisation en politique linguistique et éducative, nous situons au niveau de la planification dans notre matrice opératoire. Cette planification peut aussi se faire, par exemple, à partir de ce que Marie Berchoux propose de mettre en place, à savoir une sémiodidactique, c'est-à-dire une didactique qui se forge à partir de l'ensemble signifiant qu'est le contexte culturel et institutionnel dans lequel elle intervient. Il s'agit d'une piste de travail très pertinente dont les apports peuvent être considérables pour la planification de parcours d'enseignement et d'itinéraires d'apprentissage. Il replace l'enseignant au cœur du dispositif éducatif et pas uniquement l'apprenant sur lesquels les discours se focalisent trop souvent. Ainsi, dans le numéro 140 de la revue ELA, consacré aux cultures d'enseignement et aux cultures d'apprentissage, confrontation et co-construction entre langue-culture, Claude Courtier souligne que Marie Berchoux invite à focaliser l'attention sur l'enseignant alors qu'on a beaucoup parlé dans les débats didactiques et les textes officiels de centration sur l'apprenant. Les objectifs fixés par la pédagogie interculturelle appellent un engagement de l'enseignant quant à la prise en compte de l'identité culturelle des apprenants, de leur culture d'apprentissage et du contexte dans lequel celui-ci va s'effectuer. Il va sans dire que cette sémiodidactique est appelée à jouer un rôle déterminant dans le processus de planification des politiques linguistiques éducatives, dans la mesure où elle s'inscrit également sur un autre registre de contextualisation lié celui-ci aux cultures d'enseignement et aux cultures d'apprentissage. Ce contexte donc lié aux cultures d'enseignement et aux cultures d'apprentissage, il apparaît comme incontournable et indissociable de la démarche de contextualisation en politique linguistique et éducative. En effet, il est de loin le plus apte à porter un regard objectif sur les modalités à la fois locales, collectives et individuelles en matière d'appropriation du français langue étrangère et du français langue seconde. C'est à partir de l'étude du contexte propre aux cultures d'enseignement et aux cultures d'apprentissage que l'on pourra extraire et analyser dans les pratiques des données comparables, des variables d'ajustement, mais des traits universaux aussi pour faciliter l'acte de contextualisation qui, à ce niveau précis d'intervention, s'inscrit dans une logique d'aménagement dans notre matrice opératoire. Les aménagements peuvent porter sur des segments d'analyse très variés, comme la perspective objet et la perspective sujet, dans la relation enseignement-apprentissage, le poids du livre et de l'édition, les cultures d'enseignement et d'apprentissage en contexte français langue seconde et langue de scolarisation, mais aussi sur les notions d'autonomie, d'hétérogénéité et d'interculturalité. Ils peuvent également mettre l'accent sur l'agent, l'enseignant, fer de lance de la contextualisation, son profil, sa formation, ses rôles et ses compétences, ainsi que le rôle des parents dans le suivi éducatif et les choix linguistiques. Ce sont là des variables d'ajustement incontournables au niveau des cultures éducatives avec lesquelles il convient de composer. Dans cette perspective, le guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures, approche contextualisée de Philippe Blanchet et de Patrick Chardonnay, constitue à nos yeux une référence pour configurer une contextualisation sur cet axe précis de l'aménagement didactique. Mais c'est incontestablement le programme CK qui permet le mieux d'envisager l'acte de contextualisation didactique.
Qu'en est-il des modalités locales, collectives et individuelles d'appropriation du français langue étrangère et seconde en milieu institutionnel? Quels sont les traits constants de ces modalités à l'intérieur des sociétés? Au fond, quelle est la culture d'enseignement et la culture d'apprentissage des apprenants et des enseignants à qui s'adressent les formations méthodologiques dirigées par des institutions francophones et aussi celles de l'édition? Ce sont les questions auxquelles répond ce programme jusqu'ici inégalé en matière de recherche sur les contextualisations. Quatrième point, enfin, la contextualisation par des dispositifs de recherche en réseau. L'approche macro sur laquelle nous appuyons nos analyses, trouve tout naturellement un écho favorable ainsi que des implications et des applications cohérentes au niveau micro. Nous retrouvons ainsi le dialogisme auquel nous sommes très attachés et qui, dans le cas présent, nous conduira à valoriser les dispositifs ultimes paliers dans notre matrice opératoire de recherche en réseau, dont l'action de contextualisation est consubstantielle et constitutive de leur mission. Qu'ils se présentent sous des appellations aux sonorités englobantes telles que fédération, forum, groupement, agence, ces dispositifs ont un ADN commun qui est de placer la contextualisation au cœur de leur fonctionnement et de les faire dialoguer entre le global et le local dans une synergie fonctionnelle ayant fait ses preuves. Il n'est pas inintéressant de remarquer qu'ils relèvent pour la plupart du tissu associatif. Nous prendrons quelques exemples pour illustrer notre propos, à commencer par celui qu'offre l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde, et opérateur de la francophonie institutionnelle. Elle regroupe près de 800 universités sur les 5 continents dans une centaine de pays et précise sur la page d'accueil de son site que cette présence régionale permet une meilleure adaptation aux contextes locaux. Il en est de même pour la Fédération internationale des professeurs de français, forte de 186 associations dans 140 pays, dont l'action de contextualisation professionnelle se décline sur les 8 commissions que sont l'Amérique latine et la Caraïbe, le monde arabe, l'Europe de l'Ouest, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'océan Indien, l'Europe centrale et bien sûr orientale. Autant d'acteurs de terrain au service de réflexion, de projets et de réalisation contextualisante que seule une approche réseau peut permettre. On remarquera aussi que cette action conjuguée de ces 2 réseaux, AUF et FIPF, qui permet le recueil de données pour le programme CECA, et culture donc d'enseignement et culture d'apprentissage que nous avons présenté plus haut, et qui est à notre connaissance le dispositif le plus ambitieux et le plus porteur en matière de recherche sur ces contextualisations. Autre dispositif de recherche en réseau, le type associatif au service des approches contextualisées. Nous prendrons l'exemple du GERFLINT, à savoir le groupe d'études et de recherche pour le français langue internationale, programme mondial de diffusion scientifique francophone en réseau de la Fondation Maison des sciences de l'homme Paris. Avec pour président d'honneur Edgar Morin et dirigé par son président fondateur, Jacques Cortès, le GERFLINT a pour finalité suprême la défense de l'humanisme et du dialogue des langues et des cultures. Il coordonne un réseau de quelques 30 revues en sciences du langage et en didactique des langues et des cultures nommé Synergie, constitué d'un comité scientifique local dont les thématiques générales du domaine sont déclinées en fonction de contextes propres au pays ou au groupe de pays. Synergie Brésil, Synergie Italie, Synergie Monde Arabe, Algérie, Synergie Chine, enfin. Le Forum mondial Héraclès, dont je dois vous parler puisque j'en suis le président, fédère les activités d'enseignement et de recherche de quelques 300 centres universitaires de langue dans le monde et constitue un véritable dispositif d'observation sur les politiques linguistiques éducatives dans l'enseignement supérieur. Son champ d'action est vaste puisque, outre la formation en langue à l'attention des étudiants, mais aussi du grand public, ils sont opérateurs privilégiés pour les relations internationales, mobilité entrante et sortante des étudiants, des enseignants et des chercheurs, et accompagnent également les laboratoires de recherche pour les manifestations scientifiques, rédaction de thèses, publications scientifiques, organisation de colloques et de séminaires internationaux, où la dimension linguistique est omniprésente. Ces dispositifs de recherche en réseau, AUF, FIPF, GERFLINT, Héraclès, que nous avons pris en exemple, agissent la plupart du temps de concert avec les instances éducatives, enseignement secondaire, du supérieur, des pays concernés et par conséquent demandeurs.
Ils répondent à des appels d'offres, à des missions d'expertise, audit, conseil, missions ponctuelles visant à optimiser le fonctionnement d'établissements d'enseignement et de recherche, départements de français, centres de langue, laboratoires de recherche, comme dans le cadre du programme Dialogue d'expertise mené conjointement par l'AUF et l'Institut français et du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Au terme de cette deuxième partie de notre article et de notre intervention donc consacrée à l'action de contextualisation, nous avons constaté que la dimension évaluation se faisait fortement ressentir. En effet, après les avoir redéfinis et contextualisés, il est légitime de porter nos réflexions sur l'évaluation des politiques linguistiques éducatives pour mesurer leur impact réel sur les terrains où elles ont été menées, mais aussi sur les outils et les indicateurs de mesure. C'est ce que nous proposons d'explorer dans la troisième partie de ce triptyque.